que tengo el placer de coordinar para la térmica. Bueno, la verdad es que es una manera paradójica de enfrentarse al silencio la que he escogido para este año y para el que viene. Es una manera metafórica atravesada de paradojas también. No vamos a hablar solo de aquietarse, sino de silencios obligados, de silencios incómodos, de silencios cómodos. Vamos a hacer una manera transversal e interdisciplinaria de aproximarse al concepto. Por eso precisamente está hoy aquí David Le Breton. Como ustedes saben, David Le Breton es un destacado antropólogo francés que tiene una dilatadísima carrera, es autor de numerosos libros, sobre todo, bueno, desde conductas de riesgos en la juventud, antropología y sociología del cuerpo, también sobre el elogio del caminar, el silencio en concreto, y su último libro es Desaparecer de sí, una tentación contemporánea. Estos dos últimos libros que he mencionado, el del caminar y el desaparecer de sí, no sé, para aquellos que han llegado tarde, me comentan que les diga que hay una pequeña tiendita donde se pueden comprar si ustedes lo desean. Entonces, ¿qué tiene que ver desaparecer de sí con el silencio? Yo creo que quedará muy claro en la charla que nos va a contar hoy, ¿no? Precisamente viniendo hasta aquí, le preguntaba cómo se inició su interés por estos temas, ¿no? Conductas de riesgo, cuerpo, sensualidad, silencio, andar, desaparecer, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era la...? Siempre me gusta buscar la raíz autobiográfica de esta cuestión. Por cierto, yo soy Patricia Soleil, la coordinadora del ciclo, no he dicho mi nombre. Y me decía que, bueno, que en su juventud había sentido esta tentación del abismo, ¿no? Y de desaparecer, y que se sentía mal con su cuerpo. De modo que aquí tenemos un hombre que aúna una rigurosa investigación académica con una perspectiva personal, comprometida, sentida, real, genuina. Yo creo que es por eso, lo acabo de entender viniendo en taxi ahora junto a él, que su estilo es tan sencillo y tan claro y llega tan fácilmente. Por eso es tan estimulante de leer. Yo soy fan suya desde hace muchos años. Bueno, entonces, como les decía, hoy nos hablará de desaparecer de sí, una tentación contemporánea. Ante la presión identitaria que muchos de nosotros sentimos, hoy explorará ideas como el concepto de blancura, la discreción, la ausencia, el no elegir, como contraposición a la ideología moral del querer. Creo que su reflexión nos ayudará a buscar y a encontrar posibles refugios que nos ayuden a definir una posibilidad de la trastienda, de encontrar una trastienda personal en la que regenerarnos y encontrar, en caso de que las hemos perdido, o desarrollar más las ganas de vivir y de saber quién somos realmente. Así que les pido por favor un aplauso. Ha costado mucho traerle porque está muy ocupado. Muchas gracias por venir hoy aquí. Solo me queda decir que él va a hablar durante unos 40 minutos, luego habrá un turno de preguntas, luego firmará libros si alguno de ustedes lo desea y bueno, y esto será, él se ausentará de nuevo. Entonces, ¿est-ce que tu peux parler avec ça? Oui. Merci infiniment Patricia pour cette belle présentation. Merci à chacune et à chacun de vous d'être venu m'écouter ce soir. Merci également à Laetitia qui va me traduire. Puisque je comprends assez bien l'espagnol, mais pardonnez-moi, je ne le parle pas. Je devrais chercher trop de mots et je préfère donc la traduction. Je parlerai donc de ces manières de se détacher de soi, d'être absent à soi-même et aux autres, ce refus de participer pleinement au lien social, cette sorte de lâcher-prise qui touche nombre de nos contemporains, qui semblent en grève de leur existence, ou qui ne veulent plus vivre qu'avec une discrétion infinie, pour ne plus être meurtris par les autres. Cette manière de faire silence, quand on se sent trop encombré de soi. Nous avons tous voulu un jour prendre des vacances de soi, n'être plus personne. Et nous le disons parfois, « Ah, si je pouvais disparaître, ah,
si on pouvait m'oublier, si je pouvais disparaître des radars, etc., etc. Je parlerai donc de la tentation de s'effacer des contraintes d'identité qui imposent des responsabilités personnelles, familiales, professionnelles, sociales, qui deviennent parfois étouffantes. Cette tentation de ce que j'ai appelé la blancheur, car être soi et le rester, est en effet parfois trop pénible. Il s'agit de se dissocier de soi, de se rendre plus ou moins invisible, de ne plus donner prise, de se défaire du fardeau du moi, dans un contexte d'individualisation du lien social, où il importe d'assumer la responsabilité du fait d'être un individu, de se mettre soi-même au monde et de s'y maintenir. Les formes de la blancheur sont plus ou moins douloureuses. Elles sont provisoires ou durables, parfois irréversibles, comme par exemple la maladie de Alzheimer. Parfois, l'individu est là par moment, parfois il n'est plus là. Parfois, il n'est là qu'à travers une présence fantomatique, dépression, burn-out, recherche délibérée de la fatigue ou de l'épuisement, personnalité multiple, impersonnalisation, etc., etc. Ce sont des sortes de moments de grève de l'existence. Parfois, il s'agit même de partir sans laisser d'adresse. Là, une forme beaucoup plus littérale de disparition. Mais il y a d'autres manières de disparaître de soi dont je ne parlerai pas ce soir. La marche, par exemple, qui connaît un succès sociologique absolument considérable dans le monde entier, est évidemment une manière heureuse de disparaître. De laisser derrière soi toutes les contraintes qui sont les nôtres, contraintes professionnelles, familiales, etc., pour vivre une sorte de plénitude pendant quelques heures, quelques jours, quelques mois, par exemple pour les gens qui marchent vers Compostelle, vers Santiago de Compostelle, des manières donc de devenir anonymes sur les sentiers. Les marcheurs sont des gens qui ne connaissent pas généralement leur état civil, ce qui permet d'ailleurs d'avoir des relations, des conversations absolument formidables avec des gens que nous ne rencontrerions absolument pas dans la vie courante. Et puis, pendant des semaines ou des mois, nous sommes déconnectés, comme on dit, déconnectés de nos portables ou de l'Internet. Et nous sommes disponibles, enfin disponibles au monde qui vient, aux occasions qui viennent. La marche est donc une manière de disparaître, mais vous voyez une manière propice, joyeuse, heureuse, de se réinventer même, de renaître d'une certaine manière. Il y a d'autres manières de disparaître qui sont heureuses et qui connaissent un grand succès dans le monde d'aujourd'hui. Le jardinage, par exemple. Cultiver son jardin. Je crois qu'il y a aujourd'hui des centaines de millions de gens qui se passionnent pour planter des légumes, les récolter, avoir le bonheur de les manger. Chacun de nous en a fait l'expérience. Quand on désherbe son jardin ou quand on plante, on oublie tout. On est dans un autre monde, on est complètement détendu, on est dans une forme de méditation ou on est dans un lâcher-prise, en quelque sorte, qui peut durer pendant des heures et qui nous fait énormément de bien à chacun. Mais ça peut être aussi la lecture, plein d'autres activités comme ça. Mais bon, là, je n'en parlerai pas. Je m'attacherai plutôt, dans mon exposé, à parler des disparitions de soi qui sont plus douloureuses
et qui pose des problèmes sociaux, des problèmes psychologiques, des problèmes dans les familles ou ailleurs. Alors, je sais bien, évidemment, qu'on ne disparaît jamais de soi, au sens littéral du terme. Mais chacun de nous est un continent. Vous connaissez sans doute la phrase de Rimbaud, « je est un autre ». On pourrait, et que finalement c'est toute la leçon de la psychanalyse, d'une certaine manière, de nous rappeler que je est un autre. Mais on pourrait dire aussi, je est mille autres. Tout individu est un diamant aux innombrables facettes, dont chacune offre une définition différente, même si chacune paraît seule donner accès au cœur du diamant. Disparaître de soi est plutôt une manière d'échapper aux définitions sociales contraignantes, se défaire des impositions de statut pour se mettre en retrait du monde, se mettre à l'écart du monde. Et j'appelle blancheur cet état d'absence à soi, plus ou moins prononcé. Le fait de prendre congé de soi sous une forme ou sous une autre, à cause de la difficulté ou de la pénibilité d'être soi. Dans tous les cas, la volonté est de relâcher la pression. L'existence ne se donne pas toujours dans l'évidence. Elle est souvent en effet une fatigue, un porte-à-faux, un fardeau. Et la blancheur répond au sentiment de saturation, de trop-plein éprouvé par l'individu. C'est la recherche d'une relation amortie aux autres, une résistance aux impératifs de se construire une identité dans le contexte de l'individualisme démocratique de nos sociétés. Entre le lien social et le néant, elle dessine un territoire intermédiaire, une manière de faire le mort pour un moment. Parfois, la dépression, le burn-out, l'effondrement du lien significatif aux autres et à sa propre vie brise tout narcissisme, et l'individu échoue à s'agripper à son corps et lâche douloureusement prise. Le sens disparaît, le vide se referme sur un soi expurgé, mais la mort n'est pas encore là. Ce n'est pas seulement le corps qui est mis provisoirement en suspens, mais l'individu en son entier, et notamment ses pensées, ses investissements, son rapport au monde. L'univers des représentations qui le traversent en permanence est interrompu ou brouillé. La médiation du sens se relâche. L'individu disparaît dans ce que les Anglais appellent le blank. Blank. En anglais, ça renvoie à un espace inoccupé, un espace vide. L'individu maintient son existence comme une page blanche. Pour ne pas se perdre ou courir le risque d'être impliqué, d'être touché par le monde. Il reste dans l'indifférence des choses, soulagé de l'effort d'être soi. Parfois, il ne sait plus vraiment qui il est, ni où il se trouve. Il ne porte plus aucune responsabilité envers les autres ou envers sa propre existence. Le monde ne le concerne plus. Il erre dans un no man's land dont il a besoin pour reprendre son souffle, relâcher les tensions qui sont les siennes. Il se tient dans les limbes, ni dans la vie, ni dans le lien social, ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans. On dit parfois, en français en tous les cas, on dit parfois « j'ai un blanc » pour évoquer un oubli, une absence, une sorte de parenthèse.
La blancheur est un engourdissement, un laisser-tomber, né de la difficulté à transformer les choses. Dans cet univers de la maîtrise qui s'impose dans l'ambiance de nos sociétés néolibérales, elle est une paradoxale volonté d'impuissance. Cesser de vouloir contrôler son existence et se laisser couler. Elle est une recherche délibérée de la pénurie dans le contexte social de la profusion des objets. Une passion de l'absence dans un univers marqué par une quête effrénée de sensations et d'apparences. Un souci de dépouillement, là où l'ambiance sociale est hantée par l'emprise des technologies et l'accumulation des biens. La blancheur est aussi une volonté d'effacement face à l'obligation de s'individualiser. C'est une paradoxale préférence du moins au détriment du plus. À l'hypervigilance requise pour continuer à exercer son autonomie, l'individu adopte le degré a minima de la conscience. Il ne souhaite plus vraiment communiquer, ni échanger, ni se projeter dans le temps, ni même participer au présent. Il est sans désir, il n'a rien à dire. Il préfère voir le monde d'une autre rive. Je vais vous donner un certain nombre je vais parler d'un certain nombre de ces figures de l'absence pour rendre peut-être mon propos plus concret. L'un des points qui est le plus troublant, sans doute, c'est cette volonté de s'impersonnaliser. Nous sommes dans une société obsédée par l'idée de se personnaliser, de s'individualiser, de se singulariser. Là, dans cet univers de la blancheur, nous avons affaire à des hommes ou à des femmes ou à des adolescents qui veulent s'impersonnaliser, ne plus être là, devenir anonyme, ne donner aucune prise aux autres sur leur personne. Dans certaines histoires de vie, une rupture particulière, une séparation, un deuil, un licenciement, une lassitude, amène à se déprendre peu à peu de son univers familier. L'individu ne se sent plus à sa place, mais cette fois, il s'est peut-être souvent senti à l'écart du monde en essayant de s'en accommoder, mais cette fois, il n'en a plus la force. Ou bien il ne l'a jamais eu. Le monde lui échappe. Il quitte alors son univers professionnel ou domestique. Il sort de moins en moins, ne se soucie plus de son voisinage, de sa famille, ni même de ses propres affaires. Il désinvestit le monde qui l'entoure. Les autres à son entour s'éloignent également, trouvant un moindre intérêt à sa fréquentation ou s'agaçant de sa manière d'être toujours ailleurs. Cette personne-là ne veut plus être quelqu'un pour le lien social ou sa famille. Il s'est dessaisi de son existence, vivant dans une sorte de pesanteur. Il est là sans plus y être. Il a pris congé de son ancienne personnalité. Il est devenu délibérément méconnaissable. Certaines personnes se défont ainsi de leur centre de gravité, se laissent glisser dans le non-lieu. L'entreprise est celle d'une dénaissance. Dénaissance. Enfin, c'est un mot que j'invente, évidemment. L'entreprise est celle d'une dénaissance, celle de se dépouiller des couches d'identité pour les réduire à minima. Non pas pour recommencer à vivre, pour renaître, mais pour s'effacer avec discrétion. Et quand certaines personnes meurent, elles avaient déjà disparu depuis longtemps.
la mort n'était plus qu'une formalité. L'écrivain français Michel Leiris, l'ethnologue aussi, se souvient d'un article qu'il a lu autrefois dans le journal Le Monde. Un journaliste évoquait un célèbre torero de Madrid qui allait prendre sa retraite. Et le journaliste posait cette question au torero, « Mais qu'allez-vous devenir maintenant ?» Et l'homme avait répondu cette phrase extraordinaire, « J'apprendrai à n'être plus rien. » J'apprendrai à n'être plus rien. Et Michel Leiris est absolument hanté par cette idée de ne devenir plus rien. Et il écrit, d'ailleurs, je ne vais pas vous citer cette phrase, mais il écrit que ce serait pour lui une sorte de discipline intérieure de n'être plus rien, lui aussi. Voilà, de se dépouiller peu à peu pour ne plus avoir à assumer le poids de sa propre personne. Je vais vous donner encore un ou deux exemples de cela. Je vais prendre un exemple, par exemple, chez l'un des plus grands écrivains contemporains, l'un des grands écrivains de l'absence, c'est Paul Auster, l'écrivain américain, dont tous les livres sont absolument hantés par cette idée de la disparition de soi. C'est absolument extraordinaire. Mais peut-être on comprend mieux l'œuvre de Paul Auster si on sait quelle relation il avait avec son père, qui est un personnage extraordinairement énigmatique. Et là, je vais vous citer une phrase de Paul Auster qui dit que son père, finalement, était absent toute sa vie. Je le cite. Et il parle là de la mort de son père. Il dit finalement, en substance, la mort de mon père ne change pas grand-chose, parce que même quand il était là, de toute façon, il n'y avait personne. Je cite Paul Auster, il dit « De son vivant déjà, il était absent. Et ses proches avaient appris depuis longtemps à accepter cette absence, à y voir une manifestation fondamentale de son être. Maintenant qu'il s'en était allé, les gens assimileraient sans difficulté l'idée que c'était pour toujours. Sa façon de vivre les avait préparés à sa mort. C'était comme une mort anticipée. Jamais il n'a été capable d'être là où il était. Toute sa vie, il a été ailleurs, entre ici et là, jamais vraiment ici, jamais vraiment là. On ne peut croire à l'existence d'un tel homme, si dépourvu de sentiments et attendant si peu des autres. » Fin de la citation. Bon, je pourrais vous citer évidemment d'innombrables écrivains de l'absence. L'écrivain suisse-allemand, par exemple, Robert Walser, qui a passé quasiment toute sa vie dans un hôpital psychiatrique, dans un refus du monde, dans un refus même d'assumer la paternité de ses propres livres. Il y a énormément d'écrivains de l'absence. Je vais vous les... En Espagne, ça commence peut-être avec Cervantes, d'ailleurs, Don Quichotte, et qui disparaît d'une certaine manière et s'invente d'innombrables personnages. Calderón, un écrivain contemporain, Villa Matas, et puis énormément d'écrivains argentins. J'ai l'impression que l'Argentine et beaucoup d'écrivains argentins sont hantés par cette question de l'absence. Borges, Bioy Casares, Cortázar, etc., etc. Mais il y en a d'innombrables autres. Georges Simenon, par exemple, en Belgique. Henri Michaud en France. Georges Perec. Pascal Quignard. Sylvie Germain. Aux États-Unis, ce serait Cormac McCarthy, Jim Harrison, Paul Auster, Beckett, tout le théâtre de Beckett et le théâtre de l'absence. En Italie, ce serait Pirandello. Au Portugal, ce serait Fernando Pessoa. Partout, vous trouvez des... Ce qui est très étonnant, c'est que plusieurs de nos écrivains universels ont été des hommes ou des femmes de l'absence. Virginia Woolf, par exemple, du côté des femmes, dans la littérature britannique. La littérature japonaise est obsédée complètement par le thème de l'absence. C'est Ogawa,
C'est Kitano, Murakami, les deux Murakami, Kyushi Murakami et Ryu Murakami. D'autres là dont le nom m'échappe, mais que je suis en train d'ailleurs de découvrir, mais j'ai l'impression que tous les écrivains japonais sont absolument obsédés par cette question de l'absence. C'est aussi le cinéma japonais d'ailleurs, avec Kitano encore, avec Kyushi Kurosawa, Koreeda, Kawase, etc., etc. Là, ce sont des hommes, des femmes qui nous dépeignent cet univers de l'effacement de soi. Pour continuer à rendre mon propos plus concret, je vais vous énumérer les images, en quelque sorte, qui m'ont accompagné quand j'écrivais mon livre « Disparaître de soi ». Les lignes de force, en quelque sorte, les images parfois douloureuses, parfois plus heureuses, qui m'ont guidé en permanence. La première d'entre elles renvoie à mon enfance. J'ai grandi dans un quartier populaire, dans une ville ouvrière, au Mans, en France. Donc, le Mans, c'est la ville des 24 heures du Mans, hein, la ville célèbre pour sa course automobile. Et dans le quartier où j'ai grandi, j'ai vu disparaître trois adolescents qui m'étaient très proches, qui étaient des amis, qui jouaient avec nous au football, au basket, qui faisaient des courses en vélo avec nous, et puis progressivement qui se sont retirés. 3 garçons dans 3 familles complètement différentes. Ils se sont progressivement retirés, ils étaient de moins en moins présents avec nous, ils ont fini par ne plus sortir de chez eux. Leurs parents, évidemment, étaient complètement déconcertés, vraiment dans une forme de grève. Hein. Quand je parle de grève d'existence, c'est une manière de refuser le monde tel qu'il est. Et progressivement, évidemment, il a fallu que les parents, en tous les cas, un certain nombre de ces jeunes se sont retrouvés dans des institutions psychiatriques ou des institutions d'accueil d'adolescents en souffrance. C'est un peu comme si c'était retiré du monde, comme des moines, si vous voulez, comme des moines contemporains, mais dans un monde, évidemment, où la religiosité, où la spiritualité a disparu. Mais des jeunes donc, qui, à un moment donné, ont refusé le lien social, ont refusé même leurs parents, d'une certaine manière, refusé l'amitié, et qui ont disparu, et voilà. L'un d'entre eux, d'ailleurs, a fini par se tuer, il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine d'années. Les 2 autres sont encore aujourd'hui, un peu à l'image de l'écrivain suisse Robert Walser, dans des hôpitaux psychiatriques. Et sans être, pour moi, ils ne sont absolument pas schizophrènes, hein, c'est simplement une espèce de pesanteur qui les a saisis à un moment donné dans leur vie. Patricia, tout à l'heure, a rappelé que j'ai énormément travaillé, je continue à travailler sur les conduites à risque des jeunes générations. Et dans les conduites, enfin ce que la santé publique appelle les conduites à risque, et toutes les conduites à risque de nos jeunes sont marquées profondément de ce signe de la blancheur, de la disparition de soi. Je vous énumère très très vite. D'abord, de façon complètement exemplaire, c'est la recherche du coma dans l'alcoolisation extrême. Il s'agit de boire, non pas pour l'ivresse, ce qui est tout à fait traditionnel dans les sociétés européennes ou nord-américaines par exemple. Là, il s'agit de boire pour disparaître le plus vite possible. C'est-à-dire boire une bouteille de vodka au goulot et vider la bouteille. Il ne s'agit pas du tout d'une recherche de la légèreté, de l'euphorie, mais vraiment du coma. Et je ne sais pas ce qu'il en est en Espagne, mais en France, par exemple, aujourd'hui, quand il y a des fêtes, même dans mon université à Strasbourg, lorsqu'il y a des fêtes, les secouristes prévoient systématiquement des lits pour les comas éthyliques, dont ils savent qu'ils vont être très nombreux dans ces soirées festives où l'on devrait s'amuser, où l'on devrait rire, où l'on devrait danser, mais où un certain nombre de ces jeunes viennent pour trouver une occasion finalement de disparaître.
C'est également l'errance sur les routes. Je ne parle pas des réfugiés. Là, je parle de nos jeunes qui vont de ville en ville avec leurs sacs à dos et leurs chiens et leurs chats, qu'on rencontre aujourd'hui d'ailleurs dans le monde entier, des jeunes dont on pourrait dire qu'ils avaient tout pour être heureux. Ils sont pas du tout contraints à l'errance comme les réfugiés, par exemple, aujourd'hui, mais ce sont des jeunes qui ont quitté le domicile familial dans une volonté également de disparition. Les jeunes en errance vivent dans des squats, vivent dans les rues, vivent dans les halls de gare, c'est-à-dire dans des lieux où nous passons. Nous autres, nous passons dans la rue, nous allons à la gare pour prendre un train. Ici, ce sont des jeunes qui vont s'installer à demeure dans la rue, dans les squats, dans les gares, et qui vont effacer leur état civil, parce que très souvent, d'ailleurs, ils se dénomment entre eux avec un pseudonyme. Ce n'est même plus leur prénom d'origine, c'est un pseudonyme qu'ils se sont trouvés. Et ça veut dire que les parents, les beaux-parents ou la police ne savent absolument pas du tout où ils sont. Ils ont vraiment disparu du champ du lien social, complètement. Et là, nous avons des centaines de milliers de jeunes qui sont en errance dans les sociétés européennes, par exemple. La disparition de soi, au moment de l'adolescence, c'est aussi le monde des sectes. C'est-à-dire se démettre de sa propre personne pour s'en remettre à la figure du gourou, qui va complètement prendre possession de la personnalité du jeune. Mais le pire, c'est le djihadisme, la radicalisation, qui est une manière pour beaucoup de nos jeunes occidentaux, des jeunes qui ont grandi dans des familles catholiques ou dans des familles athées, qui se sont convertis à un islam radical et qui se sont complètement métamorphosés en l'espace de quelques semaines, que leurs parents ne reconnaissaient plus, et qui sont allés égorger des gens en Syrie ou parfois même déposer des bombes dans nos villes. Là, il s'agit de disparaître en Dieu. Mais disparaître en Dieu, un Dieu qui est transformé évidemment par les porte-paroles autoproclamés de Dieu, évidemment. Donc le djihadisme est une sorte de radicalisation terrifiante de la secte, d'une certaine manière. Je me défais complètement de mon identité, parce que mon identité est intolérable, et en même temps je deviens grandiose, parce que j'ai la conviction que Dieu est avec moi, même quand j'égorge quelqu'un, même quand je torture quelqu'un. On retrouve également cette figure de la disparition de soi dans la clinique de l'adolescence, par exemple dans l'addiction aux jeux vidéo, qui est une autre manière de disparaître, dans l'addiction à l'Internet. Je vais vous en donner un exemple d'ailleurs. L'addiction à Internet, je me souviens d'un jeune qui m'avait dit qu'il avait une dizaine de pseudonymes sur Internet. Et il était très heureux de ces histoires finalement qu'il racontait à d'autres, de cette dizaine de vies qu'il s'était inventées. Et il avait ajouté cette phrase extraordinaire: « La seule identité que je ne supporte pas, c'est celle avec un corps. » Vous voyez, ces manières de se diluer, ces manières de s'effacer, de ne plus être là. Et là, on retrouve à nouveau le Japon. C'est le phénomène des hikikomori qui fait vraiment d'énormes dégâts au Japon. Il y a, on dit, plus de 200 000 jeunes Japonais qui sont reclus dans ces formes d'addiction au net. Les hikikomori, ce sont des adolescents qui refusent de sortir de leur chambre, que leurs parents ne voient plus pendant des semaines, des mois ou des années. Leurs parents doivent déposer des plateaux repas devant la porte de leur chambre. Ou bien le jeune se lève la nuit et va se nourrir en allant dans le frigidaire de ses parents. Donc c'est vraiment un refus radical du monde. Et en même temps,
ces jeunes hikikomori sont en dialogue avec le monde entier, parce qu'ils sont en permanence sur les liens sociaux. Donc ils communiquent, ils vivent à Tokyo, mais ils communiquent avec des jeunes de Malaga ou de Vancouver ou de Santiago du Chili. Mais c'est évidemment une communication sans corps, sans visage, sans voix, sans silence d'ailleurs aussi. Et donc, on pourrait dire que ces jeunes hikikomori sont des moines postmodernes. Ils sont moines dans le refus du monde, mais en même temps, ils sont dans la postmodernité dans toute sa splendeur, parce qu'ils ne sont pas dans la spiritualité, et ils sont plutôt engloutis à l'intérieur des outils de communication qui sont les nôtres aujourd'hui. Les troubles alimentaires, par exemple l'anorexie, sont d'autres manières de disparaître de soi. L'anorexique est une jeune femme, quelquefois un homme, plus rarement un homme, mais c'est une jeune femme qui est dans une espèce de transe permanente, qui flotte dans son corps, qui flotte dans son existence, et qui est ailleurs, qui est à la fois ici et ailleurs. On pourrait dire exactement la même chose de la toxicomanie, ou plutôt des toxicomanies dans nos sociétés. Les toxicomanies, pour moi, sont une manière d'inventer un contre-monde à travers un contre-corps. C'est se forger un contre-corps de sensations qui sont créées par les substances que la personne ingère. Donc le toxicomane est une personne qui vit à côté du monde également, qui n'est plus tout à fait à l'intérieur du lien social. On pourrait comme ça continuer. Je pense également que les jeux d'étranglement, que vous connaissez sans doute, qui sont très très dangereux d'ailleurs, ces jeux d'étranglement sont pour des millions de jeunes sur la planète une recherche de la syncope. Quelques secondes de syncope. Alors, si jamais nous nous sommes évanouis, nous autres, dans nos vies, nous n'avons certainement jamais eu envie de recommencer. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que des millions de jeunes recherchent de manière addictive la syncope. Ils disparaissent d'eux-mêmes pendant quelques secondes. S'ils disparaissent plus longtemps, ça devient très dangereux, parce que leur cerveau n'est plus oxygéné, ils peuvent en mourir. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de décès chaque année dans nos sociétés européennes. Chaque année, une dizaine de jeunes Français, par exemple, meurent de ces jeux d'étranglement. Mais vous retrouverez, à mon avis, les mêmes chiffres en Espagne, en Italie, au Portugal ou ailleurs. Voilà. D'autres images. J'arrête de parler des conduites à risque des jeunes générations. Je vais vous donner d'autres images également qui m'ont hanté quand j'écrivais ce livre. Vous connaissez ces faits divers qu'on rencontre partout dans le monde aujourd'hui. On le retrouve dans un appartement, le cadavre de quelqu'un qui était mort depuis des mois. Qu'est-ce qui alerte sur la disparition de ces personnes? C'est l'odeur de décomposition du corps qui se répand dans un immeuble, qui se répand dans la rue. Pendant des mois, donc des hommes ou des femmes ont pu disparaître sans qu'aucun de leurs voisins ne fasse attention à leur absence. Vous voyez, on peut dire qu'il y a aussi des personnes qui savent admirablement se faire oublier. Et ça, donc, on le rencontre régulièrement dans les faits divers. Une autre image également, qui est plus littéraire, évidemment, qui est plus cinématographique d'une certaine manière, mais en même temps qui touche des dizaines de milliers de gens chaque année, par exemple en France, ce sont les gens qui disparaissent sans laisser d'adresse. Donc des gens qui abandonnent leur famille, qui abandonnent leur emploi et qui partent ailleurs, dans un autre pays, dans une autre région, sans avoir prévenu personne. Ils ne sont pas assassinés, simplement ils s'en vont. C'est aussi d'ailleurs un phénomène sociologique très important au Japon.
On les appelle les évaporés du Japon, d'ailleurs. Il y a un film, il y a un grand film japonais qui porte ce titre, d'ailleurs. Voilà. Donc, il existe d'ailleurs un quartier à Tokyo où se réfugient des dizaines de milliers de gens qui ont quitté leur famille, quitté leur emploi, quitté leur personne, quitté leur état civil, et qui vivent un peu comme des clochards, voilà, dans le refus de la... Enfin, la société japonaise est très contraignante, hein, comme vous le savez. Bon, mais même chez nous, où le monde est infiniment moins contraignant, nous avons d'innombrables disparitions de cet ordre-là dans nos sociétés. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'en tant que majeur, chacun de nous a le droit de disparaître du jour au lendemain. C'est-à-dire, si vous allez à la police pour dire « mais je ne comprends pas, mon mari a disparu, je ne comprends pas, mon épouse a disparu », la police vous dira est-ce que vous avez des signes que cette disparition est suspecte, qu'il y a peut-être un crime ou autre? Si vous n'avez aucune trace de suspicion d'un acte criminel, la police vous répondra c'est une personne majeure, elle a le droit de faire de sa vie absolument ce qu'elle veut. Ce n'est pas du tout le cas, évidemment, pour les mineurs. Là, quand un enfant disparaît, immédiatement la police lance un avis de recherche. Mais par contre, nous avons en tant que majeurs la liberté de nos vies et un certain nombre d'hommes ou de femmes, donc en profitent d'une certaine manière, mais en plongeant évidemment leur famille ou leurs proches dans une immense détresse personnelle. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Peut-être je vais peut-être m'arrêter là pour qu'on dialogue. Je regarde si j'ai d'autres choses que je pourrais vous dire. Oui, peut-être, je peux terminer. Je vais terminer sur une note plus biographique, mais Patricia y a fait un petit peu référence tout à l'heure. C'est pas un grand secret que je vous livre, parce que j'en ai parlé quelques fois. Mais en tous les cas, quand j'étais un jeune homme, quand j'étais encore à l'époque étudiant, j'ai connu de manière très très puissante cette tentation de disparaître pour ma part. J'étais un adolescent très mal dans sa vie, très mal dans sa peau. Je me demandais ce que j'allais faire de moi. Je ne trouvais vraiment aucun sens à ma vie, aucune valeur à ma vie. Je menais des études de sociologie et de psychologie d'ailleurs à l'époque, mais je n'arrivais pas à me convaincre que ma propre vie valait vraiment la peine. Voilà. Et donc un jour, je suis parti au Brésil. C'était à l'époque, je ne suis pas parti au Brésil pour les plages, pour la bossa nova, puisqu'à l'époque c'était les dictatures militaires qui ravageaient l'Amérique latine, au Chili, en Argentine, en Uruguay, au Brésil. Et je suis parti au Brésil avec deux tentations très très différentes. L'une d'entre elles était l'engagement l'engagement dans la résistance, si vous voulez, résistance brésilienne à la dictature militaire. Et très vite, évidemment, quand je suis arrivé à São Paulo, puis à Rio, je me suis rendu compte que j'étais à nouveau dérisoire, finalement, dans ma propre existence, parce que j'ai rencontré très vite des gens qui avaient été torturés, et je me suis rendu compte que j'étais aussi insignifiant, encore plus insignifiant au Brésil, que je pouvais l'être en France. Enfin, en tous les cas, de l'image que j'avais de moi à cette époque-là. Et alors, j'avais une seconde tentation, qui était très ancienne. C'était la tentation de disparaître de soi en Amazonie. Alors, pourquoi l'Amazonie ? Quand j'étais enfant, j'avais lu dans un journal local que l'Amazonie était l'un des derniers lieux au monde où il existait encore des sociétés traditionnelles que personne ne connaissait, des sociétés amérindiennes, inconnues. Et ça m'avait fait énormément rêver. Un monde inconnu finalement du monde occidental où on pouvait se perdre, où on pouvait se réinventer d'une certaine manière.
Et donc très vite après ce sentiment donc d'insignifiance, d'un engagement possible dans la lutte contre la dictature, je suis parti en stop, en autostop, et à pied. J'ai fait tout le tour du Brésil, à pied, en stop, en bateau quand je suis arrivé à Belém, où j'ai remonté l'Amazonie jusqu'à Manaus. Et donc là, je me trouvais enfin en Amazonie, ce qui était mon rêve de disparaître, de ne plus exister vraiment pour personne d'une certaine manière. Et là, je vous livre une image très puissante qui est restée marquée en moi profondément, où j'étais sur le bastingage du bateau, de ces petits bateaux qui remontent, qui circulent sur l'Amazone, sur le fleuve Amazon, avec un petit bruit extraordinaire. C'est en même temps très romantique. Si vous avez vu le film de Werner Herzog, Fitzcarraldo, vous vous rappelez de ces petits bateaux. Et donc j'étais sur le bastingage du bateau, je voyais l'Amazonie, et le bateau s'arrêtait régulièrement dans les villages pour prendre des paysans, pour que des gens descendent, etc. Bon. J'étais sur le bastingage du bateau, je voyais l'Amazonie et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Je vis mon rêve d'Amazonie, j'ai l'impression que je ne suis absolument pas à ma place ici. Si j'étais resté à Tours, où à l'époque je faisais mes études, je serais en train de me lamenter de ne pas être au Brésil ou de ne pas être en Amazonie. Voilà, j'avais vraiment l'impression de n'être nulle part, de n'être de nulle part également, sinon peut-être dans l'écriture. Pour ça que j'ai écrit énormément de livres et que quand j'étais quand même dans cette manière de disparaître de soi au Brésil, j'écrivais quand même tous les jours. Tous les jours, j'écrivais un roman à l'époque. Bon, c'est une autre histoire que je ne vais pas vous raconter là, mais tout ça, finalement, c'est pour vous dire que cette image de la disparition de soi, vous voyez, elle n'est pas du tout exotique. Parce que je suis convaincu qu'autour de vous, vous connaissez des gens qui sont un petit peu comme ça, qui sont à la fois dehors et dedans, qui ne savent pas s'il faut vivre ou s'il ne faut pas vivre. Moi, j'ai eu la chance de donner un sens à ma vie à travers l'écriture. Peut-être aussi parce que j'avais des parents qui étaient aimants, qui étaient là. Je n'ai pas quitté du tout ma famille ou mes parents parce qu'il y avait une fracture, qu'il y avait un conflit. Non, je me sentais simplement ailleurs. Je me sentais d'ailleurs. Et à la fois écrire, et je vous félicite pour vos écrits, mais à la fois écrire, parce que écrire, dans le fond, c'est vouloir survivre un peu après la mort, non ? Laisser quelque chose écrit, c'est un peu ça. Alors, il y a une certaine contradiction. Si vous pouvez me l'éclairer un petit peu. Oui, là, vous me posez une question un petit peu autobiographique, d'une certaine manière. Mais non, je crois... Alors, j'y réponds de façon plus personnelle. Je suis un grand marcheur, je suis un grand voyageur, j'écris énormément. C'est le grand écrivain suisse, Nicolas Bouvier, d'ailleurs, qui disait « L'écriture est un exercice de disparition ». Et je le sens profondément. C'est-à-dire, quand j'écris, que je sois dans un train, dans un avion ou chez moi, quand j'écris, je disparais vraiment. Parfois, quand je prends le train Strasbourg-Paris, quand le train arrive à Paris, je suis étonné de me retrouver. Je me dis déjà, parce que j'ai lu énormément, j'ai énormément écrit, voilà. Je crois, et le voyage, moi qui voyage énormément, je pense que ce sont des manières, Nicolas Bouvier aussi d'ailleurs, ce sont des manières de disparaître aussi, de ne plus avoir de compte à rendre. Par contre, quand je rentre chez moi, quand je suis dans mon université, je suis infiniment présent pour les rendez-vous avec les étudiants, pour donner mes cours, etc. Je maintiens absolument mes obligations sociales, mais pour maintenir mes obligations sociales, je crois que j'ai besoin de m'éloigner à certains moments, de respirer, de disparaître de ma personne. Quand je marche dans Malaga, je suis un inconnu. Et moi, quand je viens faire un exposé, évidemment, avec vous, mais après, je rentre chez moi. Et en même temps, mais je crois que l'anthropologie, je crois que tous les anthropologues, tous les sociologues sont aussi des hommes ou des femmes qui sont un petit peu
avec un regard... Lévi-Strauss parlait du regard éloigné. Hein, c'est le titre de l'un de ses livres. Je crois que nous avons, beaucoup en tous les cas, pas tous évidemment, mais beaucoup d'entre nous ont ce sentiment d'être un peu égarés dans un monde où on se demande un peu ce qu'on fait là, et un monde dont on comprend qu'il est fait de plein de conventions. Voilà. Et c'est mon étonnement toujours, quand on est au Japon, quand on est en Inde, évidemment, on ne se dit absolument pas bonjour de la même manière, par exemple. Même pour des choses aussi simples, aussi élémentaires, les manières de manger. Là, même avec ces deux pays, on ne mange pas du tout en Inde comme on mange au Japon, mais absolument pas comme on mange en Espagne. Et c'est une expérience absolument extraordinaire en même temps. Et à ce moment-là, on se dit, mais finalement, qui suis-je? J'aurais pu naître japonais. Moi, c'est une question qui me hante personnellement, toujours d'ailleurs. J'aurais pu naître femme au lieu de naître homme. J'aurais pu naître dans une grande famille bourgeoise au lieu de naître dans une famille ouvrière. Mais j'aurais pu naître aussi dans les Andes, par exemple. J'aurais peut-être été un Amérindien. Et dans ce cas-là, quelle anthropologie du corps j'aurais construit? J'ai toujours ça en tête, toujours. Essayez d'avoir... J'aurais pu naître 20 ans avant ou 100 ans, ou il y a 100 ans. Mais je crois que c'est la même énigme qu'il y a en chacun de nous. Chacun de nous aurait pu être incroyablement différent en fonction de toutes les rencontres que nous avons faites dans nos vies. C'est aussi d'ailleurs une question qui obsède complètement Paul Auster. Finalement, on tombe passionnément amoureux d'une femme avec qui on va vivre toute sa vie, mais on se dit, il suffisait de 5 minutes de retard, si s'était passé quelque chose 5 minutes avant, j'aurais eu une vie complètement différente. Voilà. Et toute notre vie est faite de ces millions de hasards qui font que nous sommes aujourd'hui les hommes ou les femmes que nous sommes. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Merci. Merci. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia. Si no he entendido mal, ahora desaparecemos de muchas formas que usted ha expuesto, de la misma manera que en otros tiempos pues, se desaparecía pues, siendo un anacoreta, siendo un místico, o el Quijote es un desaparecido. Ahora huimos del peso de la individualidad de la misma manera que en otros tiempos se huía del peso de la tradición, ¿no? Y ahora existen unas formas un poco de evadirnos de ese peso de la individualidad, pues de la misma manera que los carnavales o los misterios eleusinos o el ágape, ¿no? Pues le permitían... Je suis obligé, là je ne comprends pas tout. Parce que Perdón. Ah, sorry. Ça marche? Bueno. Oui, oui. Sí. Je suis désolé, Perdón, no hablo francés. Sí, le decía que ahora mismo usted ha descrito una serie de maneras que tenemos en las sociedades modernas de evadirnos del peso de la individualidad, ¿no? Pero en otros tiempos nos evadíamos del peso de la tradición, ¿no? Y siendo un anacoreta, pues bueno, el Quijote era un perdido, ¿no? Siendo un mercenario, también había adictos, ¿no? Y lo que yo le quería preguntar en ese sentido es si las formas que tenían en otros tiempos las sociedades tradicionales de permitir a la gente descansar del peso de la tradición, como los carnavales, como los misterios eleusinos o como el ágape, ¿no? Si estas formas, ¿tiene usted la impresión que funcionaban mejor que puedan funcionar pues, las formas contemporáneas, como pueda ser viajar, caminar, meditar, ¿no? Y, ¿qué impresión tiene usted como antropólogo? Alors, je pense que ce thème de la disparition de soi est quand même très contemporain d'une certaine... Alors, on peut dire qu'il apparaît évidemment au moment de la Renaissance, avec les découvreurs, avec les conquistadors, avec tous ces hommes ou ces femmes également qui vont aller peupler l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc. Mais l'individualisme reste encore quand même très minoritaire. Ce sont nos sociétés demeure encore sous l'égide du christianisme, de Dieu, et puis également sous l'égide de la communauté, de la tradition, comme vous l'avez très bien défini. Je pense que tout cet univers-là
commence à se transformer dans le courant du 19e siècle, avec notamment l'industrialisation du monde. L'industrialisation qui va amener des millions de paysans dans les villes, des paysans donc, qui vont abandonner les traditions, qui vont abandonner le « nous autres » entre guillemets de la communauté, et qui vont se vivre comme des individus. L'univers de la ville, c'est l'univers de l'individu par excellence. Dans la ville, on ne connaît pas tout le monde. Dans un village, on connaît tout le monde. Et plus on avance donc vers le monde d'aujourd'hui, et plus l'individualisation s'accroît. Et la littérature de l'effacement de soi, de la disparition de soi, commence pour moi vraiment au début du XXe siècle, avec Pirandello par exemple, prix Nobel de littérature. Pirandello, mais ça va être également Georges Simenon, ça va être Beckett, ça va être d'innombrables écrivains qui vont finalement formuler tout haut ce que vivent des millions de gens de manière plus solitaire, plus modeste, etc. Le thème de la disparition, les personnes qui partent sans laisser d'adresse est aussi un problème au XIXe siècle. Il y a énormément d'errants sur les routes. Je n'ai pas d'équivalent en espagnol, mais c'est la littérature de Victor Hugo, par exemple, la littérature de Hector Malot, etc., de Charles Dickens en Angleterre. Des milliers d'enfants qui vont dans les rues sans parents, sans personne, et puis des milliers de gens qui avancent également au hasard de la route. Il y a un autre phénomène d'ailleurs qui est très intéressant au tournant du XXe siècle, ce sont les fous voyageurs, ceux qu'on a appelés en France les fous voyageurs. C'était des hommes, très rarement des femmes, qui partaient et qui ne savaient plus très bien qui ils étaient, et qui se reconstruisaient ailleurs. Et puis soudainement, quelques années plus tard, ils se rappelaient qui ils étaient. C'est un phénomène sociologique au tournant du XXe siècle, sur lequel un philosophe du CNRS a écrit un livre qui s'appelle je ne sais pas s'il est traduit en espagnol, Les fous voyageurs, Hacking, je crois, Les fous voyageurs. Un peu d'ailleurs l'équivalent de ce que les Américains appellent les personnalités multiples aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont 3-4 identités et qui passent d'une identité à une autre. Bon. Ça nous paraît, nous autres Européens, ça nous paraît complètement incroyable, mais apparemment c'est un symptôme qui est très très courant aux États-Unis aujourd'hui. Donc pour moi c'est un phénomène, cette recherche de l'effacement de soi est vraiment un phénomène très contemporain, qui est lié quand même à l'individualisme, donc au détachement de la communauté, au détachement de la tradition. Parce que vous avez complètement raison, quand on est porté par la communauté et par la tradition, on n'a pas tellement à assumer l'effort d'être soi. Une société d'individus nous force, chacun de nous, tous les jours, à assumer notre identité, notre état civil, nos responsabilités professionnelles, familiales et autres. Donc il y a vraiment une contrainte. C'est une contrainte à la liberté, on pourrait dire. Enfin, c'est le paradoxe de l'individualisme. L'individualisme, c'est l'invention de la liberté. C'est ce qui s'oppose justement à la tradition. Dans la tradition, la liberté n'existe pas. On est dans la répétition de la coutume, et puis le groupe vous regarde en permanence. Là, par contre, dans une société individualiste, on est chacun totalement libre de nos vies. On fait ce qu'on veut de nos vies. Même à la limite dans le pire, en laissant sa famille, en allant sans rien dire à personne, en allant se reconstruire ailleurs. Voilà. Mais par contre, pour beaucoup, la liberté est un poids. C'est ça qui est incroyable. Pour moi, le djihadisme, par exemple, est une pathologie de la liberté. Ce sont des jeunes qui ne supportent pas la liberté et qui veulent absolument une direction de conscience. Que Dieu me dise ce que je dois manger, ce que je dois boire, ce que je dois faire. Sinon, ma vie est absolument insupportable. Toutes les formes d'intégrisme sont absolument dans la même logique. Se soulager du poids de la liberté. Voilà. Bueno, yo me he quedado con muchas ganas de hacerte una pregunta. ¿Estás con tu traducción, por si acaso?
Vale. No, al hilo de esto que comentabas, ¿no? De la individualización, los procesos de individualización y de personalización del cuerpo y también digamos, la presión para consumir, ¿no? Y crearse una imagen estética. Una imagen que sea individualizada, ¿no? Personal, original, etc. Con todas las paradojas que conlleva consumir moda, ¿no? Consumo, o sea, productos hechos de una manera masiva. Al hilo de lo que hablabas acerca de las anoréxicas, estaba pensando que es un poco paradójico, ¿no? Porque por una parte silencian su cuerpo a través de la inanición y por la otra hay ciertos paralelismos con la idea de estas mujeres ideales muy delgadas, que son las modelos que también se abstraen de su cuerpo para mostrar una serie de productos de consumo que definen nuestra identidad, ¿no? Entonces, bueno, si podías hablar sobre esto, ¿qué te parecía si te parecía una paradoja o veías vínculos o cómo lo percibías? Ce n'est pas vraiment un paradoxe, parce que ce qui se passe dans l'anorexie, en amont de l'anorexie, c'est quand même cette obsession de la minceur qui marque le corps de la femme dans nos sociétés contemporaines. Hein, il y a une tyrannie de la minceur qui a à voir avec une tyrannie de la séduction, voilà, une tyrannie de la séduction. Ce qui se passe dans l'anorexie, c'est que des millions d'adolescentes se trouvent trop grosses, même quand elles sont absolument minces. Elles se trouvent trop grosses et elles commencent des régimes alimentaires. Et à la faveur de ce régime alimentaire, elles découvrent qu'elles peuvent avoir une prise sur leur existence. Elles peuvent maîtriser quelque chose de leur existence. Hein. Maîtriser quelque chose d'une existence qui leur échappe par ailleurs. Donc, il ne s'agit pour moi absolument pas de dire que c'est à cause de cette recherche de la minceur que les filles deviennent, ou certains garçons deviennent anorexiques, mais c'est simplement que les régimes alimentaires permettent de découvrir en soi des ressources qui donnent finalement un sens à la vie. Et à ce moment-là, l'anorexie est finalement une bascule, un passage vers un autre monde. C'est plus le monde des régimes et de la minceur, c'est vraiment un régime de maîtrise absolue sur soi, de maîtrise sur le monde, mais qui en même temps donne un sentiment de flottement. C'est pour ça que je parle souvent de la transe anorexique. L'anorexique est dans une transe permanente, dans tout ce qu'elle fait. Et même quand elle est en train de nager, de courir, ou de lire, ou d'écrire, en permanence, elle est dans un combat contre la faim. Toujours, en permanence, la faim est là, et la résistance à la faim. Hein, ça donne évidemment un sens à la vie, d'une certaine manière. Alors on pourrait évoquer peut-être les pathologies, entre guillemets. Je vous l'ai dit, je suis hostile à cette idée-là. Mais c'est vrai que l'anorexie, en revanche, est une grande souffrance qui dure parfois pendant des années. C'est l'une des conduites à risque avec la toxicomanie les plus durables, les plus difficiles l'une des plus difficiles à en sortir. Mais parce que ça donne aussi à une adolescente une position de force dans sa famille, un pouvoir, entre guillemets. C'est une manière d'exister. Tout à l'heure, je parlais des impositions de statut. Le fait d'être étiqueté anorexique vous donne un statut, vous donne une identité, vous existez. En plus, il existe, vous le savez, des sites internet qui font la promotion de l'anorexie, qui permettent à des anorexiques de parler entre elles, d'échanger des astuces pour ne pas être repérées par les parents, ou par les médecins, ou autres. Donc il y a ce paradoxe, peut-être une ambivalence, je préfère le terme ambivalence, mais je crois que l'anorexique n'est plus du tout dans une quête de minceur dans le sens d'une séduction, elle est dans un autre monde quand même. Donc pour moi, elle n'est pas comme les modèles, entre guillemets, qui effectivement sont des icônes en quelque sorte de la séduction dans le monde d'aujourd'hui, dont on peut reprocher parfois la minceur. Mais toutes ne sont pas anorexiques non plus, même si certaines le sont. L'ont été en tous les cas. ¿La modèle c'est la séduction ou c'est la consumerism? Bueno, no digo bueno, seguiremos hablando de esto. Yo quiero saber si hay alguna pregunta más y si no, quizá lo cerramos aquí.
Sí, hay, uy, muchas. Las recogemos las tres a la vez, si les parece. Si el autismo tiene que ver con todas esas descripciones que tú has estado hablando. El autismo tiene que ver con eso. El autismo y la otra pregunta, sí. ¿Otra pregunta? No, que tiene que otra allí y Vale. otra para la traducción. Yo quisiera preguntar a ver si el autismo lo consideras como una patología o realmente se podría enclavar directamente dentro de todo lo que has descrito. Oui. Sí, Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Très bien. a ver si podía profundizar un poquito ahí. Hay un concepto que es la huida de sí, ¿no? Se supone que hay una construcción del sí, pero tú parece que hay algo en lo que huyes antes de construir un sí. Antes de ser un sí mismo ya estás buscando esa huida, ¿no? Y otro segundo aspecto sería el de la huida colectiva, ¿no? Como sucede en Japón con las sectas, los suicidios colectivos. ¿Qué podías decir sobre esas dos cosas? Oui, ok. Vale, ya acabamos. Oui. Une question un peu politique. Du point de vue des mouvements sociaux on assiste maintenant, avec le populisme de droite ou de gauche, vous les voyez comme des mouvements politiques plus ou moins contraires à une fuite contre l'individualisme, contre le disparaître de soi-même? Ce sont des réactions un peu à cette tendance de l'individualisme, du libéralisme économique et de la réussite, dans le fond? Oui, je commence par répondre à votre question. Je suis complètement d'accord avec vous. On pourrait dire que ces mouvements populistes sont une espèce de nostalgie de la communauté. Nostalgie de la communauté, se retrouver à nouveau ensemble, en serrant les liens entre nous, etc. Mais évidemment, en se démarquant profondément d'innombrables autres qui ne répondent pas à la définition du peuple, entre guillemets. C'était ça, le fascisme en Italie, en Espagne. À mon avis, c'est un peu différent en Espagne, mais en tous les cas, en Italie, en Allemagne, c'était absolument typique, cette volonté-là. Le communisme est une manière de forcer, en quelque sorte, oui, qui n'était pas forcément, tout le monde était loin d'y adhérer, mais en tous les cas, il y avait au départ ce fantasme de la communauté, du nous autres, voilà, qui serait fondé sur la solidarité, etc. Enfin, en tous les cas, du côté du communisme, mais qui a abouti au contraire, bien entendu. Oui. Alors, l'autisme est-il une pathologie? Là, évidemment, vous me posez une question redoutable d'une certaine manière, parce que pour ma part, je serais d'avis de prendre en charge les personnes autistes comme incarnant une différence majeure avec le monde qui est le nôtre. Donc, les accompagner, les soutenir, leur donner les moyens humains, les moyens fraternels, entre guillemets, d'aller au bout de leur cheminement intérieur. En ce sens, je suis évidemment contre les médicalisations, contre tout. Voilà. Je pense simplement qu'il faudrait leur donner un abri, en quelque sorte. Pas seulement les personnes autistes, beaucoup d'autres également, un abri pour vivre. Voilà. Mais on n'est pas du tout dans une société d'hospitalité à cet égard. Et puis l'autre question, du coup, je l'ai un peu oubliée. Ah oui, voilà, ça me revient. Voilà, c'est comment. Tout à l'heure, j'ai dit qu'en fait, le soi, l'identité, est comme un diamant. Quand on regarde un diamant, on peut regarder une facette du diamant, on a l'impression qu'on accède au cœur du diamant. Je crois que notre identité est faite de milliers de facettes. Et d'ailleurs, nous assumons différents personnages au fil de la vie courante. Nous sommes différents d'une situation à une autre. Nous ne sommes pas tout à fait la même personne, par exemple, dans son travail, dans sa famille, quand on est en vacances, quand on se promène, etc. Donc il y a en nous d'innombrables personnages. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je sais bien qu'on ne disparaît jamais de soi, évidemment, mais on trouve simplement une autre version de soi. C'est comme s'il y avait en nous des millions de versions possibles de chacun. Et à un moment donné, on peut en avoir assez de devoir assumer le personnage que l'état civil nous impose. Alors, on se glisse dans une autre identité qui est faite plutôt de retrait, de discrétion, d'humilité, pour ne plus avoir de compte à rendre. Mais on reste toujours soi-même, évidemment, quelle que soit la personne que l'on est. Même quand on est Alzheimer, d'une certaine manière, on reste soi-même. Quand on est un nourrisson, on est aussi soi-même.
c'est pas possible de changer de personne en quelque sorte. On est... Voilà. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí y creo que ha sido esta exposición, las palabras que me sugieren son complejidad, también la distancia, ¿no? La distancia de un antropólogo que sabe que hasta cierto punto muy importante, y esta es nuestra perspectiva de la sociología y la antropología, somos seres construidos socialmente, ¿no? Y tener para observarlo hay que tomar una distancia, hay que estar un poco fuera de sí, por decirlo de una manera que tiene otro sentido. Pero también otra de las palabras es la complejidad y la paradoja, y creo que la valentía e incluso pues, la transgresión o algo que suscita o puede suscitar escándalo, ¿no? De no saber que nuestras identidades son mudables, mutables y construidas, y esto puede inquietar mucho. Lo contrario es también inquietante. Entonces, bueno, yo les dejo, despedimos a David de Bretón, les emplazo a la próxima cita, si no recuerdo mal es el 29, lo tienen en su programa, es Fray Ignacio de la Palabra, es un carmelita, cuyo se dedica al silencio, aunque su nombre escogido es de la palabra. Por lo tanto, también encontraremos una postura paradójica interesante con un taller, es una conferencia y luego hay un taller sobre escuchar el silencio. Y ahora solo nos queda pues, agradecer y despedir a David Le Breton hoy. Muchas gracias, David. Merci.